Samuel Little, 78 ans, vient de confesser plus de 90 meurtres. C'est le tueur en série le plus prolifique des États-Unis. Le pire des serial killers vient d'être retrouvé. Il s'appelle Samuel Little. Il a fait 93 morts. Ce type-là est passé en dessous des radars pendant quasiment 40 ans. Il est complètement en marge de la société. On ne sait pas trop d'où il vient et on ne sait pas trop qui il est. Il va se mettre à dessiner ses victimes, le souvenir qu'il a de ses victimes. Il y a quelque chose qui frappe, c'est la manière dont Samuel Little raconte. Physiquement, intellectuellement, sexuellement, il réalise ses fantasmes. Il aime passer à l'acte. You know, she fight for her life, you don't fight for my pleasure. Pourquoi on a laissé ce type opérer comme il le voulait pendant tant d'années? Ted Bundy reste dans l'imaginaire des Américains le tueur en série le plus parfait. C'est celui à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, le gendre idéal. Quand on entend son nom, on pense à l'un des hommes les plus monstrueux de l'histoire des États-Unis et aussi l'un des plus fascinants. Il a le souci du détail effroyable. Et en fait, plus personne ne l'arrêtera à partir d'un certain moment. Il a eu un effet important sur la culture populaire et sur le cinéma américain. Ted Bundy, c'est le mal parmi nous. Mais il a une haine terrible, quoi. Il a une haine incroyable. Je plaide non coupable. Dans le livre de Stephen King, on a un clown tueur, mais c'était de la fiction. Mais John Wayne Gacy était un clown tueur et il était bien réel. Il a cette jouissance de faire du mal. Chaque jour, on avait de nouveaux gros titres. 3e corps, 8e corps. L'image du clown, qui est une image positive, devient une image diabolique à travers l'histoire de John Gacy. Bonsoir. Ce soir, je vous propose une émission spéciale de Chroniques criminelles, un numéro entièrement consacré aux plus célèbres serial killers. Grâce à des documents exceptionnels et des archives rares, vous allez découvrir le parcours criminel, mais surtout la personnalité de 3 des tueurs en série les plus terrifiants de l'histoire. Toutes ces affaires ont fait la une des médias dans le monde entier, et leur nom vous dit forcément quelque chose. L'affaire Samuel Little d'abord. L'une des plus récentes, puisque l'Amérique la découvre seulement en 2019. Mais aussi l'une des plus terribles. Car l'homme en question vient d'avouer 93 meurtres, ce qui en ferait le tueur le plus prolifique des États-Unis. Ses victimes, des femmes de tous âges et de toutes origines. Mais Samuel Little a une spécificité. En prison, il a entrepris de peindre le portrait de chacune de ses victimes, d'où son surnom, The Picasso Killer, le Picasso du crime. L'affaire Ted Bundy ensuite, dont le simple nom évoque le pire. Ted Bundy avait tout d'un homme sans histoire. Il est pourtant devenu l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres des États-Unis, avec plus de 30 assassinats connus à son actif. Toutes des jeunes femmes, d'où son surnom, The Lady Killer. Son histoire a même inspiré le film culte Le silence des agneaux. Grâce à des archives exceptionnelles, vous l'entendrez notamment s'adresser aux jurés lors de son procès ou confesser ses crimes à des psychologues dans des aveux terrifiants. Pour finir, nous irons à Chicago pour suivre le parcours meurtrier de John Wayne Gacy, plus connu sous le nom du clown tueur. Il avait en effet l'habitude de se déguiser en Pogo le clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Qui aurait pu penser que derrière son nez rouge se cachait en réalité un psychopathe? Inculpé pour le meurtre de 33 adolescents, il détient un triste record, celui du plus grand nombre de condamnations, 21 peines de prison à perpétuité et 12 condamnations à mort. Comment ces criminels hors du commun ont-ils pu sévir pendant tant d'années sans éveiller le moindre soupçon? Et pourquoi ces parcours terrifiants fascinent-ils autant le grand public? Avec ce document inédit de chroniques criminelles racontées par Jacques Pradel, entrez dans la tête des tueurs et plongez dans des histoires à la fois effrayantes et diaboliques. Attention, certaines images ou propos
peuvent heurter les plus sensibles. Ce qui est l'une des plus incroyables affaires de tueurs en série commence en juillet 1987, à Los Angeles, en Californie. Les policiers découvrent le corps d'une femme dans un terrain vague, au milieu des ordures. Elle a été violée et étranglée. Septembre 1987, à peine 2 mois plus tard, une nouvelle jeune femme est retrouvée assassinée. Cette fois, la victime a été démembrée et les parties de son corps ont été disséminées aux abords d'un bois. 2 ans plus tard, encore un meurtre sauvage. Le corps est retrouvé dans une ruelle. Elle a été rouée de coups et étranglée. 3 meurtres, 3 femmes sauvagement assassinées en moins de 2 ans dans les bas quartiers de Los Angeles. C'est le début d'une enquête hors norme qui va traumatiser l'Amérique tout entière et qui va permettre d'arrêter celui qui pourrait bien être le pire tueur en série de toute l'histoire des États-Unis. Août 1989, dans les locaux de la police de Los Angeles. Après la découverte de ce 3e corps, les policiers sont sur les dents. Ils ont noté des ressemblances troublantes avec les 2 précédents meurtres de jeunes femmes. Par 3 fois, des corps de femmes vont être retrouvés, disséminés dans la ville, toujours à découvert, comme jetés, mais vraiment comme du linge sale, quoi. Sur ces 3 différents faits, celui qui va vraiment se présenter comme le plus choquant pour les enquêteurs, c'est celui où il y a un démembrement. La scène est assez terrible parce que le corps est affreusement mutilé et très 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 abîmé. C'est-à-dire que c'est une femme qui est morte sous les coups. Donc c'est un spectacle d'horreur comme scène de crime sur laquelle travaille le département de police de Los Angeles, le fameux LAPD. Et à partir de là, il y a eu un groupe d'enquête commun qui est dédié à ces trois affaires de meurtre de jeunes femmes qui ont l'air à peu près identiques. Et si les 3 jeunes femmes avaient été victimes d'un seul et même tueur? Les enquêteurs en sont convaincus, car le mode opératoire et le profil des victimes comportent d'étranges similitudes. La police de Los Angeles se dit qu'il y a un point commun entre ces 3 crimes. D'abord, l'origine de ces femmes, pas l'origine ethnique, mais l'origine parce que ce sont pour la plupart des prostituées ou des personnes qui sont en marge de la société. Et puis, il y a le mode opératoire, c'est-à-dire qu'elles sont systématiquement violées, puis étranglées de la même façon. Pour les policiers, plus de doute. Un nouveau tueur en série sévit à Los Angeles. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Il faut savoir qu'on est dans les années 80 à Los Angeles et ça fait 15 ans que le pays est en proie à une véritable vague de tueurs en série. Donc forcément, le rapprochement est fait et il y a une véritable psychose qui s'installe dans toute la région parce qu'on craint qu'un nouveau tueur en série ne soit en train de frapper. Parce qu'on a des correspondances de comportement assez communes entre les faits. On a beaucoup de violence, on a beaucoup de maîtrise des victimes. Sans mobile apparent, leur corps a été abandonné sans dissimulation. Et donc, la police de Los Angeles se dit il est possible que l'on ait affaire à un serial killer. Reste à identifier ce tueur en série. Pour le démasquer, les policiers ont un atout de taille, des traces ADN retrouvées sur place. Tous les prélèvements sont envoyés à la police scientifique. Mais quand les résultats tombent, c'est la déception. Aucun indice ne correspond. Les policiers sont dans l'impasse. L'affaire est mise de côté. Il n'est pas complètement classé, disons qu'il est rangé, en attente d'un nouvel élément qui permettrait de le réactiver et de nouveau enquêter. Parce qu'on se dit, dans quelques années, on aura sans doute la possibilité d'en faire quelque chose. C'est la pratique des cold cases, bien connue aux États-Unis. On ne peut pas résoudre le problème maintenant, mais peut-être que dans 1 an, 2 ans ou 10 ans, eh bien, les futurs policiers parviendront à arriver à leur fin. Et donc ces 3 dossiers rejoignent la pile déjà volumineuse des affaires non résolues en Californie.
Les meurtres de Carol Elford, de Guadalupe Abodacha et d'Audrey Nelson restent donc sans réponse. Et il faudra attendre 23 ans pour que l'enquête connaisse un incroyable rebondissement auquel plus personne ne s'attendait. En 2012, on est dans le Kentucky, c'est-à-dire à peu près au milieu de nulle part, et est signalé dans un foyer de sans-abri un vieil homme de 72 ans, manifestement accro au crack, ce qui est une drogue qui est vraiment la drogue du pauvre, quoi. Ce sans-abri, plutôt tranquille, serait mêlé à un trafic de stupéfiants. Il a été dénoncé à la police pour possession et usage de drogue dans l'enceinte de son foyer. Et donc la police locale, comme elle le fait parfois, vient arrêter cet homme. Il s'appelle Samuel Little. Il a eu quasiment 70 ans. C'est pas vraiment quelqu'un de première jeunesse, mais c'est plutôt quelqu'un encore d'assez gaillard. Il est complètement en marge de la société. On ne sait pas trop d'où il vient et on ne sait pas trop qui il est. Samuel Little n'oppose aucune résistance. Il faut dire que pour une petite affaire de drogue, il ne risque pas grand-chose. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Se met en place l'enquête classique pour ce type d'infraction. Il est placé en garde à vue, des prélèvements sont faits, empreintes digitales, ADN, de façon très classique par rapport à ce qui est fait. Et cet ADN prélevé sur ce SDF est donc versé à la base de données du fichier central américain. Et là, bingo, comme on dit, ça match. Ça match sur quelle affaire, en fait? Ça match sur les affaires des 3 jeunes filles qui avaient été retrouvées assassinées à Los Angeles, à l'autre bout du pays quasiment, à la fin des années 80. C'est assez incroyable, aussi longtemps après. 23 ans après, l'affaire des 3 jeunes prostituées assassinées est relancée. Et si l'implacable tueur en série recherché à la fin des années 80 était en fait ce vieil homme? La police du Kentucky prévient aussitôt ses collègues de Los Angeles et sans plus attendre, Samuel Little est extradé vers la Californie. En fait, il est un petit peu au bout du rouleau, on peut dire, Samuel Little. Il se déplace parfois en fauteuil roulant, il a des problèmes de diabète, il a des soucis de santé qui s'accumulent un peu. On n'est pas du tout, effectivement, sur le portrait attendu d'un tueur en série. On s'attend en général à quelqu'un d'assez intelligent, vif, sournois, enfin, on a plein de fantasmes autour de ça, alors que là, on est clairement face à un SDF professionnel, quoi. À peine arrivé à Los Angeles, le vieil homme est interrogé par les policiers. Samuel Little, face aux enquêteurs, est très froid, très sûr de lui, rejette toute implication, ne veut pas discuter et ne veut pas être approché. Il est très très fermé et très difficile d'établir un dialogue et un contact avec lui. Force est de constater qu'il tombe sur un mur parce que Samuel Little, tout affaibli qu'il soit, crie son innocence. En fait, il dit qu'il n'a absolument rien à voir avec ces affaires de crime qui remontent à plus de 20 ans, qu'il n'est jamais venu dans ces endroits à Los Angeles et qu'il n'a aucune raison de se retrouver en garde à vue à ce moment-là. Little campe sur ses positions et il s'enferme dans le silence. En fait, très vite, la police ne doute plus de la culpabilité de Little dans cette affaire. L'ADN a été vérifié. Il est certain, en réalité, que Little est le meurtrier, mais ils ne veulent pas aller au procès sans avoir obtenu des aveux. Et ça, c'est extrêmement important encore à cette époque-là. Il faut des aveux. Et ils n'en ont pas, parce que Little est le taiseux par nature. 2 ans plus tard, Samuel Little comparaît face au grand jury pour les 3 meurtres commis à la fin des années 80. Il encourt la prison à vie et il clame toujours son innocence. Mais il ne convainc pas les jurés. Les prélèvements ADN suffisent à le faire condamner à la perpétuité sans possibilité de libération. Le septuagénaire est donc officiellement reconnu coupable des 3 meurtres. Mais pour les policiers, une zone d'ombre plane encore sur le cas Samuel Little. Il y a une question qui se pose. Le dernier crime date de 1989. Samuel Little, il a été interpellé 20 ans plus tard. Que s'est-il passé pendant ces 20 ans? Est-il envisageable qu'un homme qui a tué 3 fois en l'espace de 2 ans ne
tue pas une seule fois pendant les 20 années suivantes. Et cette question, il y a une autre personne qui se la pose. Elle se trouve à Quantico, au siège du FBI. Il y a quelqu'un qui s'intéresse de près au dossier Samuel Little, c'est Cristina Palazzolo. En fait, c'est une enquêtrice un petit peu nouvelle génération et qui s'intéresse au parcours des tueurs en série. Donc elle est un petit peu spécialisée dans les cold cases, dans les tueurs itinérants. Et donc elle se prend un petit peu de passion pour ce dossier Samuel Little qui, d'après elle, pourrait receler d'autres secrets. Cristina Palazzolo est ce qu'on appelle aux États-Unis une profileuse. Elle dépend du département de criminologie du FBI. Son travail consiste à chercher des points communs entre différents meurtres pour résoudre des cold cases. Et pour cela, elle est aidée par un logiciel informatique, le VCAP, un programme qu'elle va utiliser dans le cas de Samuel Little. Et le logiciel VCAP est capable de faire des recoupements. Donc pas seulement avec l'ADN, mais aussi avec le mode opératoire, avec la personnalité des victimes. Et donc ce logiciel un peu révolutionnaire va sortir une information capitale, c'est que le nom de Samuel Little pourrait être associé à un crime commis en 1994, donc dans cette fameuse période entre les crimes de Californie et son arrestation, au Texas, dans une ville qui s'appelle Odessa. Il s'agit du meurtre de Denise Christie Brothers. Portée disparue pendant un mois, elle est ensuite retrouvée morte dans un fossé. C'est une femme qui a été tuée dans des conditions similaires au crime de Los Angeles. Elle n'a pas exactement le même profil, mais il y a la strangulation, il y a aussi l'abandon sur le bord d'une route. Et les enquêteurs se disent qu'il peut être intéressant d'interroger Samuel Little sur l'affaire d'Odessa qui date de 1994. Pour Cristina Palazzolo, les ressemblances dans le mode opératoire entre le meurtre d'Odessa et les crimes de Los Angeles sont troublantes. Selon la profileuse, Little pourrait bien être l'auteur de ce 4e meurtre. Mais cette fois, il n'y a aucune preuve ADN pour le confondre. Alors, il n'y a pas de choix. Il va falloir réussir à faire parler le suspect. Cristina Palazzolo, elle a une intuition, c'est que pour arriver au bout de cette affaire, il faudra à un moment donné passer par des aveux. Et à ce moment-là, cet analyste a entendu parler d'un enquêteur texan qui a de bons résultats en termes d'audition et qui visiblement établit facilement le contact avec les suspects. La profileuse du FBI a déjà rencontré cet enquêteur chevronné d'une quarantaine d'années. Et surtout, elle connaît sa réputation, celle d'un policier expérimenté, capable de faire passer aux aveux même les criminels les plus endurcis. Alors elle fait le pari de lui confier cette mission délicate. Il n'a pas du tout le même profil qu'elle. Il s'appelle James Holland, il a un petit peu l'allure du cow-boy, il a toujours un Stetson sur la tête. Il a l'air plutôt sorti d'un western, je dirais, que d'une série policière sur le FBI. James Holland, c'est un Texas Rangers qui ne correspond pas du tout à l'agent du FBI et à son costume en noir et blanc. Il est en revanche connu pour être capable de rentrer dans le cerveau des criminels. C'est un Texan pur jus. C'est-à-dire que c'est une caricature. C'est vraiment ce flic un peu à l'ancienne, là, le shérif, quoi, et qui va se retrouver en Californie, sonner à la porte d'une prison en disant ben voilà, je viens interroger Little. Ce jour-là, James Holland arrive déterminé. Il doit faire parler Little. Alors à peine arrivé, il l'assaille de questions. Mais rapidement, l'interrogatoire dérape. C'est le choc de culture. D'un côté, on a un criminel condamné à vie qui n'a rien à gagner et rien à perdre à rencontrer un enquêteur. Et de l'autre, on a cet enquêteur qui apparaît à Samuel Little comme l'opposé de tout ce qu'il est. Ce grand homme blanc, cow-boy américain qui arrive face à lui et qui veut l'interroger. Eh bien, sa première réaction, c'est une réaction défensive et violente. Samuel Little n'est pas comme les autres. Il a cette froideur et cette distance. Il rejette complètement la stratégie de
James Holland. Ça va être une catastrophe totale. Little va réagir de manière assez violente en disant « mais virez-moi ce mec de ma cellule ». Et Holland, de mémoire, va tenir 1 heure ou 2 sur ce premier interrogatoire. Il n'obtient rien. James Holland a perdu la première manche. Le Texas Rangers, sûr de lui, à qui personne ne résiste, doit maintenant changer de tactique. Pour préparer sa prochaine rencontre, Holland veut savoir qui se cache derrière le tueur. Et donc, il va décider de reprendre à zéro toute la biographie de Samuel Little depuis son enfance jusqu'à la date d'aujourd'hui pour voir s'il n'y a pas une faille dans ce parcours. On essaie vraiment de trouver le mode d'emploi de la personne. Et en fonction de la stratégie qu'on va utiliser, on va jouer plutôt sur l'aspect faiblesse ou plutôt sur l'aspect force, à partir du moment où on a une très bonne connaissance de la personne. L'enquêteur va donc se replonger dans l'enfance de Samuel Little. Et cette vie débute en 1940, en Géorgie, au sud-est des États-Unis. Samuel Little, c'est tout sauf la vie du grand rêve américain. En fait, il naît quasiment en prison. Sa mère est emprisonnée au moment où elle accouche. Sa mère est prostituée, et donc Little va peu la connaître. De père, il en a pas. La seule tâche à peu près qu'il a dans sa vie, c'est sa grand-mère maternelle qui va finalement l'élever. Mais le milieu est extrêmement marginal, pauvre. Il grandit entre la prostitution et les ghettos. Et devient très vite un délinquant, en commençant par voler un vélo et puis participer à des cambriolages. Il sera incarcéré très tôt dans une maison de mineurs. Il va faire comme ça des allers-retours entre chez sa grand-mère et la maison de correction jusqu'à 15 ans ou 16 ans, où là, il va finalement, pas être chassé, mais presque de chez sa grand-mère, et il va commencer une longue errance. À 20 ans, il est vagabond dans le ghetto de Lorraine, dans l'Ohio. Samuel fait ses armes dans la rue. Et c'est là qu'il se fait remarquer. Il vit de larcin, de vol, de bagarres. Et la seule chose qui finalement marche le mieux, c'est ses poings. Samuel Little n'a qu'un seul talent. Dès l'adolescence, il fait de la boxe. Il a un vrai talent de boxeur. Little devient voleur professionnel et boxeur de seconde zone. Il enchaîne des matchs clandestins dans les sous-sols du ghetto avec à la clé de l'argent facile et surtout l'espoir de devenir professionnel. Mais cette vie en souterrain ne décolle pas. Finalement, l'échec de son parcours sportif va probablement mettre fin à toutes ses illusions de sortir de sa condition. Et finalement, il va s'enfoncer dans la délinquance, puis dans la criminalité. À 35 ans, Samuel Little a été arrêté 26 fois dans plus d'une dizaine d'États américains, ce qui est quand même un bon palmarès par rapport à son âge. Et donc la principale interrogation de James Holland, c'est de se dire à quel moment est-ce qu'il y a eu une faille pour que Samuel Little passe de ce parcours de petit délinquant itinérant à celui de criminel et peut-être de criminel en série. James Holland découvre que Samuel Little est avant tout un enfant blessé, sans famille et sans attache. Pour cette deuxième audition, le Ranger va changer de stratégie. Il gomme son côté autoritaire et il joue maintenant la carte du respect, presque de l'amitié. Lorsque James Holland revient devant Samuel Little, eh bien, il a conscience qu'il a une mission, c'est d'obtenir un climat de complicité, de créer un lien de bienveillance qui permettra à Samuel Little de se confier. James Holland mise notamment sur des petits détails, mais qui peuvent tout changer. Pour ce nouvel interrogatoire, il décide par exemple de ne pas arriver les mains vides. James Holland vient avec une pizza et la boisson préférée, un soda qui est très populaire aux États-Unis, qui s'appelle le Dr Pepper. C'est pas aussi connu que le Coca-Cola, mais quasiment. Et en fait, Samuel Little est fan de Dr Pepper.
Il vient lui apporter ça pour lui dire je te reconnais comme un être humain, sans jugement, sans dégoût par rapport à ce qu'il a fait, ça c'est important aussi. Et c'est pour ça qu'il vient avec ça et qu'il établit ce vrai lien de confiance. Au début, ils reviennent à un coup de poing de 1960, une bagarre de 63, 64. On remonte comme ça tout le fil et Little se livre. Et comme il se livre, il est emporté finalement dans sa confession jusqu'à celle qui mènera en fait à de nouveaux meurtres. Pendant un mois, James Holland multiplie ainsi les auditions. Et Samuel Little, de plus en plus en confiance, raconte aux policiers l'histoire de sa vie. Et puis un matin, tout bascule. Face à l'enquêteur, Little marque un temps de silence. Il se frotte le visage comme pour faire remonter de vieux souvenirs. Il avale une gorgée de soda, une bouchée de pizza. Holland sent que l'instant est déterminant. Il allume sa caméra. Dans ce document extraordinaire, Samuel Little livre sa première confession. Well, tell me about this girl. What does she look like? She was kind of thin, dark skinned, about 40 years old. She was out there hustling. I think she was a drug addict because she would have been out there. How tall was she? She was about 5'5", 5'3". Alors, Holland ne sait pas comment il le déclenche, mais Little va finir par parler d'un meurtre. Et il va en parler de manière assez étrange. D'abord, là d'un coup, il fait un saut dans le temps. Maintenant, on est en 96. On n'est plus en Californie ou au Texas, on a de nouveau changé d'État. L'enquêteur n'en revient pas. Little avoue, mais contre toute attente, il ne parle pas du 4e meurtre survenu à Odessa pour lequel Holland est venu l'interroger. Il évoque un autre crime, celui de Melissa Thomas. Il décrit avec une grande précision sa rencontre avec Melissa Thomas. Melissa Thomas qui était droguée. Il l'a abordée de manière extrêmement naturelle et simple, sans préméditation, mais en lui proposant de se droguer avec elle. Ils se sont retrouvés dans un cimetière et s'en est suivi, selon lui, une relation sexuelle consentie. Et qu'au moment de l'acte, il lui caresse le cou. Et là, elle lui dirait, en tout cas c'est ce qu'il raconte, mais pourquoi tu me caresses le cou comme ça? Est-ce que tu es un tueur en série? Et sur un ton plus ou moins de plaisanterie, ce qui fait en fait dégoupiller Samuel Little, c'est toujours ce qu'il raconte, et qui le rend fou, qui lui fait serrer à ce moment-là le cou de la jeune femme, qu'il l'étrangle et qu'il abandonne son corps près du cimetière sous un noyer. Little raconte le crime dans les moindres détails. Holland a percé la carapace du tueur, mais il reste impassible. Il ne change rien à sa stratégie. D'autant qu'il en est désormais convaincu, Samuel Little a d'autres meurtres à avouer. Reste à savoir combien. Ce qui sidère James Holland face à Little à ce moment-là, c'est autant le récit du crime qui est en train de se dérouler que la précision quasi chirurgicale des souvenirs de Little. Il a ce détail qui glace le sang en fait du flic qui dit on était sous un noyer. C'est-à-dire, il n'a même pas dit sous un arbre, on est sous un noyer. Il a une précision, une mémoire extraordinaire. Les souvenirs de Little semblent intacts. Holland continue de le faire parler. Et le tueur continue d'avouer de nouveaux meurtres, encore et encore. Et toujours avec d'incroyables détails, comme pour cette femme qu'il aurait assassinée près de Little Rock, dans l'Arkansas. North Little Rock. Tell me what that girl looked like. Oh man, I loved her. I forget her name. Oh wait, I think it was Ruth. Okay. She was a heavy-set, big old yellow hair, and had buck teeth. It had a gap between the teeth, that's what it was. And she was like honey-colored skin, and she had like her hair was not really long. Now, where did you meet her at?
Okay, down in the crack house, her and about 6 other girls were sitting on the porch to do some crack in there. I stopped to go in there. I seen the girls, that's why I stopped. We stayed together 2 days or more. I think about 3 days. I whipped off the road and back into that little woods. There was a cornfield back there. I pulled through it, and on the other side of the cornfield was a trash pile. I parked the car facing out where I could see anybody coming in. So I pulled her out of the car. She's too big for me to carry her. So I just pulled her out of the car and laid her on that trash that was lit there. Désormais, le tueur est lancé. Il enchaîne les révélations. Et il détaille même son mode opératoire. Il explique qu'en général, il repère sa proie à la sortie d'un bar. Il convient avec elle d'une relation sexuelle, contre de l'argent ou de la drogue, et il emmène sa future victime à sa voiture. Là, il se jette sur elle. Il la viole ou parfois il préfère se masturber en même temps qu'il l'étrangle. Puis il abandonne son corps le long d'une route. Pendant des semaines, face au ranger Holland, Samuel Little se confie. Et à mesure qu'il remonte le temps, la liste augmente. 10, 20, 40, 60, 80. Le nombre de victimes semble ne jamais s'arrêter. Une question obsède l'enquêteur. Jusqu'où Little va-t-il remonter? Comment cette folie meurtrière a-t-elle commencé? Après 4 mois d'audition, Holland a enfin la réponse. Little lui révèle son premier meurtre. Il y a quelque chose qui frappe, c'est la manière dont Samuel Little raconte cet événement. Il le raconte avec un sourire qui laisse à penser qu'il se souvient avec beaucoup de plaisir de ces moments-là. Il a l'air de revoir la scène dans ses yeux et de s'en repaître. Et il y a même un signe annonciateur qu'Holland raconte, c'est qu'en fait, dès que Little rentrait, comme on dit, dans le vif du sujet, en fait, sa jambe commençait à frétiller. Elle sautillait comme ça, comme si, allez, on y va là. Alors, on va raconter comme s'il était face à un match de foot avant le but, quoi. Tout a basculé un jour d'été 1970. À l'époque, Samuel Little a tout juste 30 ans et il vit en Floride. Et c'est dans une banlieue pauvre de Miami qu'il croise la route d'une jeune femme, Mary Brosley. Il s'en souvient par cœur. Il donne des détails fascinants, quoi. Il raconte qu'il se souvient très bien de son collier de chaîne. En fait, il se souvient du cliquetis de la chaîne de son collier pendant qu'il la viole. Et en fait, c'est quelque chose qui a marqué son esprit, et de la voir mourir entre ses mains, ça l'a provoqué une sorte de jouissance extrême. Ce plaisir de possession de la vie d'autrui, en fait. Ce qu'il raconte comme une vraie jouissance, une découverte. Et il sait qu'à partir de maintenant, il ne pourra plus s'arrêter. Physiquement, intellectuellement, sexuellement, il réalise ses fantasmes. C'est très bon pour lui. Il aime. Il a beaucoup de plaisir. Quand vous mangez du chocolat et qu'il est tellement bon, vous reprenez un deuxième carré. Et bien lui, c'était pareil. Il a tellement aimé ce qu'il a fait qu'il a recommencé. Accro dès son premier meurtre, Samuel Little ne cessera plus de tuer jusqu'à son arrestation en 2012. Pendant plus de 40 ans, il a assassiné des femmes en toute impunité dans plus de 14 États. Et devant Holland, il avouera finalement 93 meurtres. Des chiffres qui donnent le vertige. Mais il y a un problème. Comment identifier toutes ces victimes si longtemps après? Le ranger a alors une idée géniale. Holland a cette idée de dire, mais puisque tu es si précis parfois dans tes souvenirs, plutôt que de me les raconter, pourquoi tu ne les dessinerais pas? Little va se retrouver avec une boîte de crayons de couleur,
comme à l'école, quoi. Et il va se mettre à dessiner ses victimes, le souvenir qu'il a de ses victimes. Ce sont des tableaux plutôt bien peints, il y a une sorte d'esthétique du crime derrière tout ça. Il a aimé redessiner des visages, ce sont tous des visages en souffrance, hein. Des femmes tristes, des visages, certaines ont des visages de mort déjà. On peut même lire dans les yeux de certaines, on peut lire l'effroi, on peut lire la peur. On lit des sentiments. Et ce qui est très 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 troublant quand on les regarde. Little tapisse sa cellule des visages de ses victimes. Des dessins aussi précis que ses souvenirs, que l'Amérique tout entière va maintenant découvrir. En fait, les policiers du FBI vont publier certains de ces dessins pour voir si, faire des appels à témoins pour voir si ce visage qui a été peint par le tueur ne correspondrait pas à une victime oubliée sur le chemin de Samuel Little. Samuel Little, 78 ans, vient de confesser plus de 90 meurtres. C'est le tueur en série le plus prolifique des États-Unis. Il aide actuellement les enquêteurs à identifier ses victimes en dessinant leurs portraits. Novembre 2018, les États-Unis découvrent avec horreur celui que la presse surnomme désormais le Picasso du crime. Samuel Little fait la une de tous les médias. Une onde de choc sans précédent. Ce qui frappe les Américains, c'est le fait d'apprendre tous ces crimes d'un seul coup. Ils se réveillent un matin et on leur dit le pire des serial killers de ce pays vient d'être retrouvé. Il s'appelle Samuel Little, il a fait 93 morts. Et les Américains sont à la fois sidérés, mais ils sont en colère. Ce type-là est passé en dessous des radars pendant quasiment 40 ans. L'opinion publique se demande pourquoi on a laissé ce type opérer comme il le voulait pendant autant d'années. Comment a-t-il pu échapper aussi longtemps à la police? La question obsède le public. Et depuis sa cellule, Samuel Little a une réponse glaçante. C'est à une journaliste du New York Times qu'il va faire cet aveu assez terrible. Elle va lui demander, enfin, lors d'une interview, une interview qu'il accepte. Pourquoi avez-vous fait ça? Et là, il va dire, mais vous, je vous aurais pas tué. Parce que vous, on vous aurait recherché. Vous, vous comptez. Vous êtes une journaliste, je vais pas tuer une journaliste. On me chercherait après. Si je tue une prostituée, si je tue une droguée, on s'en fout. Il dit, eh bien, ce sont des victimes qui me ressemblaient. Moi, je suis resté dans mon ghetto. Je ne suis pas sorti du ghetto d'où j'étais. Cette affaire Samuel Little, au-delà des ressorts criminels purement, elle éclaire un peu cette Amérique à double visage, parce qu'en fait, cette saga criminelle absolument effroyable a eu lieu un petit peu dans les égouts de l'Amérique d'aujourd'hui, et que c'est ce que ça révèle, c'est-à-dire qu'il y a une Amérique à deux visages, il y a celle des ghettos et l'Amérique un petit peu honorable. Des prostituées, des toxicomanes, souvent noirs ou hispaniques, ces victimes qui vivaient à la marge de la société n'ont jamais été recherchées. Samuel Little est le triste symbole de cette Amérique scindée en deux. Après 6 mois d'entretien entre les deux hommes, James Holland a réussi sa mission. Il a fait avouer Samuel Little. En tout, 93 meurtres. Et le ranger est catégorique. À aucun moment, Samuel Little n'a exprimé le moindre remords. L'une des phrases qui permet peut-être d'approcher de la psychologie de Samuel Little, c'est lorsqu'il parle de Dieu. Il dit Dieu savait exactement ce que je faisais et finalement, il est responsable de tout ça. Moi, je ne pouvais rien faire. J'ai été créé comme ça par Dieu. Je suis un instrument et finalement un instrument passif des dessins plus hauts. Il parle de Dieu, mais évidemment, on pense plutôt au diable. Ted Bundy,
la star des tueurs en série, le plus tristement célèbre des États-Unis. Ted Bundy reste dans l'imaginaire des Américains le tueur en série le plus parfait. Il a eu un effet important sur la culture populaire et sur le cinéma américain. Séduisant, intelligent, charismatique, Ted Bundy est irrésistible. Pourtant, il incarne le visage du mal absolu. C'est celui à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, le gendre idéal. Quand on entend son nom, on pense à l'un des hommes les plus monstrueux de l'histoire des États-Unis et aussi l'un des plus fascinants. Il a tué, violé et mutilé plus de 30 femmes à travers tout le pays. Il a une haine terrible, quoi. Il a une haine incroyable. Et en fait, plus personne ne l'arrêtera à partir d'un certain moment. Un tueur incontrôlable au parcours judiciaire hors norme. Je plaide non coupable. C'est un des procès les plus délirants des États-Unis. C'est-à-dire que Ted Bundy a décidé de se défendre lui-même. Mais pourquoi Ted Bundy fascine-t-il autant l'Amérique? Hawkins' girl's head was severed and taken up the road. Ted Bundy naît en 1946 sur la côte est des États-Unis. Dès son plus jeune âge, il est élevé par ses grands-parents qui lui cachent un terrible secret de famille. Pendant son enfance, on lui a fait croire que sa mère était sa grande sœur. Ça a été mensonge sur mensonge dès tout petit. L'identité de son père n'a jamais pu être confirmée. Et selon certains membres de sa famille, son grand-père pourrait être en réalité son père biologique. Ted pourrait alors être le fruit d'un inceste. Il grandit dans le mensonge et il est loin d'imaginer la vérité sur ses origines. Mais à l'adolescence, toute sa vie bascule. Il est tombé sur des documents grâce auxquels il a compris que tout ce qu'il avait tenu pour vrai jusque-là n'était que mensonge. La femme qu'il avait cru être sa sœur était en fait sa mère. C'est évidemment un grand choc pour lui. À 15 ans, toutes ses certitudes sont remises en cause. Ted se sent trahi et il passe le reste de son adolescence avec ce traumatisme. En 1966, le jeune homme a maintenant 20 ans et il décide de prendre un nouveau départ. Il quitte la maison familiale et il s'inscrit à l'université de Seattle dans l'État de Washington. Il étudie le chinois et très vite, il s'illustre comme un élève doué et charismatique. Et sur les bancs de la fac, il ne passe pas inaperçu. Physiquement, Ted Bundy, on dirait une star d'Hollywood un peu des années 70. C'est le type le plus beau de Seattle. Il a un côté Robert Redford, il est sublime, quoi. C'est celui à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, le gendre idéal. Et en fait, très rapidement, toutes les femmes qui sont à son contact tombent un peu sous le charme de ce personnage, il faut dire, un peu magnétique. Ted Bundy s'investit même dans la politique locale pour le Parti républicain. C'est là qu'il tombe amoureux d'une jolie bénévole, elle aussi étudiante. À 20 ans, il va tomber sur l'amour de sa vie, Stephanie Brooks. Et Stephanie est une grande brune fine, aux cheveux longs avec la raie au milieu. C'est très important parce qu'on va retrouver cette figure précisément dans quasiment toutes ses victimes. Les deux amoureux ne se quittent plus. Ted est sur un petit nuage. Il a rencontré la femme de sa vie. Il est brillant dans les études. Tout lui réussit. Mais son bonheur ne dure pas. 1 an et demi plus tard, alors qu'il entre en 3e année à l'université, Ted voit tous ses rêves se briser. Stephanie lui reproche son manque de maturité et elle le quitte brutalement. Ted est dévasté par cette rupture. Il abandonne même les cours jusqu'à la fin de l'année. Et il se laisse sombrer. D'abord, il va errer dans ses études, il va mettre beaucoup de temps avant d'accorder de nouveau sa confiance à une femme. Ted retrouve finalement un sens à sa vie. 1 an plus tard, en 1969, il a de nouveaux projets. Il s'inscrit à des cours de psychologie. Et c'est encore à l'université de Washington qu'il rencontre celle qui sera son 2e amour. Elle est secrétaire à la fac et elle s'appelle Liz. Mais elle est loin d'imaginer que sous ses airs de gendre idéal, il cache un côté bien plus sombre. Ted Bundy était un homme charmant, intelligent, séduisant. Il avait juste un truc qui clochait.
Il aimait tuer des femmes. C'est en février 1974 que le parcours criminel de Ted Bundy commence. Pour la police, c'est à l'université de Washington qu'il aurait commis son premier meurtre. Il est 23 heures quand Linda Ann Healy, une jeune animatrice de radio de 21 ans, boit un verre dans un bar. Ted est seul au comptoir. Il ne la quitte pas des yeux. Puis il la suit pas à pas. La dernière fois que Linda Ann Healy a été vue, c'est dans sa chambre, dans la maison qu'elle occupait avec 4 autres jeunes femmes, sur le campus de l'Université de Washington. Vers 22 heures, Linda se met au lit. Ted Bundy s'introduit alors silencieusement dans la maison. Et subitement, il la frappe sauvagement. Il enlève à Linda sa chemise de nuit tachée de sang et il la met sur un cintre. Il prend ensuite le temps de l'habiller. Il l'enroule dans un drap, lui met la tête dans la tête d'oreiller ensanglantée avant de refaire proprement le lit. Quelques heures plus tard, quand ses collègues de la radio ne l'ont pas vue débarquer, ils ont appelé chez elle et c'est là que sa disparition a été constatée. Non, c'est pas Linda, c'est Kelly, sa coloc. Je sais pas où elle est. Quand les membres de la police sont arrivés, ils ont constaté qu'il y avait du sang sur l'oreiller, sur le drap et sur la chemise de nuit suspendue dans le placard. Donc ils ont eu la preuve flagrante qu'un drame s'était produit. Le corps de Linda ne sera malheureusement jamais retrouvé. Mais Ted Bundy a pris goût au crime. Et c'est le début d'une longue série de meurtres atroces qu'il va commettre à travers tout le pays. Au printemps 1974, dans l'État de Washington, des étudiantes commencent à disparaître au rythme d'une par mois. Le soir du 11 juin, Georgianne Hawkins, une élève en première année, est sur le point de rentrer chez elle quand elle croise Ted Bundy sur son chemin. Nom de Dieu! Oh, ça va? Oui, merci. Ma voiture est juste là, ça vous ennuie de m'aider? Non, pas du tout. Juste là. Oui, Bien sûr. je m'appelle Ted. Georgianne. Mes amis m'appellent George. C'est ça le truc. Les victimes de Bundy étaient des jeunes filles bien, des étudiantes intègres, serviables. Ted Bundy a une méthode d'approche très efficace et sophistiquée. Il trouve toujours un moyen de se montrer en état de faiblesse. Je pose ça où? Sur le siège passager. D'accord. Avec son look de bel homme, séduisant, charmeur et souriant, forcément, il va trouver une jeune femme qui va avoir envie de l'aider et qui va être parfaitement en confiance au moment de lui apporter de l'aide. Il est où, le siège passager? Il l'assomme. Dans le jargon, on dit qu'il la sèche. On a un vrai contraste entre son attitude au moment où il établit le contact, séduisant, gentil, ayant besoin d'aide, et la violence du premier coup pour tout de suite récupérer le contrôle et la mettre dans la voiture. Ted Bundy use toujours du même stratagème. Il met en confiance sa future victime et dès qu'il s'en empare, il s'acharne sur elle avec la plus grande violence. Georgianne ne sera jamais retrouvée, elle non plus. En parallèle, Ted mène une vie parfaitement normale. Il va en cours et il passe tout son temps libre avec sa petite amie, Liz. Autour de lui, personne ne se doutait de ce qui se passait. Il n'y avait absolument aucune chance pour que qui que ce soit comprenne quelque chose. Et Ted le savait. En fait, il n'a pas du tout le profil du criminel de grand chemin. Ted Bundy, il a fait des études, il travaille, il a des notions de droit, c'est quelqu'un qui est totalement inséré dans la société. Après le meurtre de Georgianne Hawkins, Ted Bundy gagne en assurance et devient incontrôlable. Le 14 juillet, il se rend sur les rives du lac de la ville d'Issaquah, dans l'État de Washington. Et là, en pleine journée, il repère une jeune femme qui prend le soleil au bord de l'eau. Elle s'appelle Janice Ott. Excusez-moi,
Je suis navré de vous déranger. J'essaie de décharger mon voilier. Mais comme vous le voyez, je n'ai qu'un seul bras. Je pourrais vous demander de m'aider un peu? Je gagne un tour en bateau? Vous tiendrez la barre. Jan. Ted. On y est. Où est le bateau? C'est comme si Ted Bundy avait besoin de sensations encore plus fortes que l'excitation du meurtre. Il voulait aller toujours plus loin. C'est des coups, des coups, des coups, des coups tout de suite. Avec une violence. Il a une haine terrible, quoi. Il a une haine incroyable. Janice Ott devient sa 7e victime. Mais Ted Bundy ne résiste pas à l'envie de recommencer. Enivré par le goût du meurtre, il joue avec le feu et n'hésite pas à retourner au même endroit 2 heures plus tard. Il aborde cette fois une jeune fille de 18 ans, Denise Naslund. Excusez-moi, bonjour. Mais ce jour-là, il va commettre une erreur. Il s'est présenté à d'autres femmes qui pourront parfaitement le reconnaître. Elles se souviennent que le gars s'appelait Ted, qu'il était plutôt séduisant, plutôt beau gosse, et qu'il conduisait une voiture qui est un petit peu commune à cette époque, qui est la Volkswagen Coccinelle de couleur beige. Pour la première fois, la police dispose du signalement d'un homme prénommé Ted. Et les témoins sont unanimes. Il est bel homme, mince, élégant, il inspire confiance. Aussitôt, les enquêteurs établissent un portrait robot et le diffusent. Les journaux s'emparent de la nouvelle. 8 femmes ont disparu en l'espace de quelques mois. Et cet article éveille les soupçons d'une personne en particulier. C'est Liz, la petite amie de Ted Bundy. Plus Liz y pense, plus elle se rend compte à quel point son petit ami est bizarre et à quel point il fait peur. Elisabeth va être la première témoin de la dégradation de son état parce qu'elle a des relations intimes avec lui, elle va constater des relations de plus en plus violentes, de plus en plus perverses. Il est assez attiré par ce qu'on appelle le bondage, c'est-à-dire il l'attache. Et il peut parfois aussi l'ausculter la nuit. Elle se souvient de moments où elle se réveille, où en fait lui est debout en train de la regarder de manière assez étrange avec notamment une lampe torche. Et évidemment, elle est très effrayée par ce comportement, alors qu'il peut avoir par ailleurs un visage extrêmement lisse lorsqu'il est en société. Liz tente à plusieurs reprises de prévenir les enquêteurs. Allô? Oui, bonjour. Je sors avec un garçon et il correspond à la description et au portrait robot qui circulent dans les journaux. Mais la police, qui reçoit jusqu'à 200 appels par jour, n'entend pas ces messages. Et Ted Bundy continue à tuer des jeunes femmes en toute impunité. Pour les policiers qui traquent le tueur, la tâche s'annonce difficile. Robert Keppel, jeune inspecteur en charge de l'enquête, n'a alors que peu d'éléments pour comprendre ces meurtres. Il s'était débarrassé, on ne sait tout, des vêtements, des sacs à main, de toutes les affaires qui appartenaient aux victimes. On n'a rien retrouvé. On ne savait pas de quoi cet homme était capable et il pouvait être n'importe où. On se retrouvait avec plus de questions que de réponses. Ce qu'on avait, c'était des victimes qui avaient été poignardées. D'autres avaient des blessures à la tête. Et il va les violer, post-mortem parfois, alors qu'elles viennent juste de mourir, parfois avant de les avoir tuées. Il va commettre des pires atrocités. Et il y a quelque chose de surprenant chez Ted Bundy, c'est qu'une fois le crime accompli, il y a tout un rituel qui se met en place. Pendant des heures, il va s'occuper de ses victimes. Il peut s'en occuper en les changeant. Il peut aussi les maquiller, il aime beaucoup les maquiller. Il va passer du temps à en maquiller certaines. On a souvent dit que pendant des heures, c'est comme s'il jouait à la poupée. À l'époque, on ne parle pas encore vraiment de tueur en série. Beaucoup pensent même que cela n'existe pas. Mais pour Robert Keppel, le profil des victimes ne laisse pas de place au doute. Il s'attaque toujours à des étudiantes minces, brunes, avec la raie au milieu. Il en est convaincu, il a affaire à un seul et même tueur. Ted Bundy sent que les taux se resserrent. Alors pour échapper à la police, il change d'état. Il est parti étudier le droit dans l'Utah et il s'est installé là-bas. Donc les meurtres ont cessé à Seattle.
Et ils ont commencé dans l'Utah. Ted Bundy vit maintenant à Salt Lake City, où il est inscrit en faculté de droit. Ici, il est hors de tout soupçon. À peine arrivé dans l'Utah, pourtant, il fait déjà 3 victimes. Une parfaite machine à tuer. Sa prochaine proie s'appelle Carol Darange. Excusez-moi, votre plaque est bien KADL 32 ? Oui. Je suis l'agent Roseland. Quelqu'un a forcé votre voiture. Ah bon? Oui, on a une description, mais il va falloir que vous fassiez une déposition. Comment je dois faire ça? Je peux vous emmener au commissariat, c'est pas loin. L'instinct de Carol lui dit que quelque chose ne va pas. Mais elle n'a que 18 ans. Et elle n'écoute pas cette petite voix qu'elle a dans la tête. Presque immédiatement, Carol se rend compte qu'elle a fait une grave erreur. On va où? Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est déjà trop tard. Non! Et là, elle résiste évidemment, il y a une bagarre qui démarre. Et par erreur, il lui met les 2 menottes au même poignet. Et là, profitant de cette erreur un peu fatale, la jeune femme parvient à s'échapper. Carol fait ce que des dizaines de filles n'ont pas réussi à faire. Elle échappe à Ted Bundy. Elle devient ainsi la seule capable de l'identifier. Et elle se rend aussitôt à la police. Mais pour les inspecteurs, il s'agit d'une simple agression. Ils n'établissent aucun lien avec le portrait robot du tueur de Seattle. Fin 1974, Bundy compte à son actif pas moins de 12 victimes. Mais son instinct lui dit qu'il est plus prudent de changer encore d'état. Il quitte alors l'Utah et étend son terrain de chasse au Colorado. Âgé maintenant de 29 ans, il continue sa série macabre, portant le nombre de ses victimes à 17. Ted Bundy est vraiment un type de tueur qui agit très vite, en très peu de temps. On va avoir un déchaînement, un nombre de victimes très conséquent sur une très courte durée, avec une très forte escalade. C'est-à-dire qu'il trouve son plaisir dans le fait de donner la mort. Et en fait, plus personne ne l'arrêtera à partir d'un certain moment. Mais 9 mois après la tentative d'enlèvement de Carol, le 16 août 1975, un événement inattendu se produit. Au nord, sur la 21e et Elm Street, j'ai une coccinelle phare éteint qui refuse de s'arrêter. Cette voiture qui refuse de s'arrêter, c'est celle de Ted Bundy. Mais les policiers n'ont aucune idée de qui il est vraiment. Les policiers décident de fouiller la voiture et ce qu'ils trouvent leur glace le sang. Pour la police, c'est le kit du parfait tueur en série. Alors les enquêteurs fouillent l'appartement de Bundy de fond en comble. Et là aussi, ils remarquent des objets suspects. Mais surtout, ils font enfin le lien avec le témoignage de Carol Darange. La police s'est souvenue que Carol Darange avait été enlevée 9 mois plus tôt. Donc, ils lui ont montré plusieurs suspects et elle a tout de suite désigné Ted Bundy. Elle a dit « c'est l'homme qui m'a attaqué et a essayé de me tuer ». Le témoignage de Carol l'accable. Ted Bundy est inculpé pour enlèvement et agression. Il est placé en détention dans l'attente de son procès. C'est une affaire vite réglée et on a des preuves matérielles et un témoin oculaire. Carol Darange a été un bon témoin. Certains avaient des doutes, mais elle était sûre et elle n'a rien lâché. Bon, il n'est pas très bavard, Ted Bundy, mais vu le type de personnage auquel ils ont affaire, vu les objets qu'ils ont retrouvés dans sa voiture, les enquêteurs se demandent s'ils n'ont pas affaire à un type un peu dérangé, un pervers et pourquoi pas un tueur en série. L'affaire Bundy a commencé à faire parler d'elle et les autres polices locales ont commencé à faire le lien avec leur dossier. À 2000 km de là, Robert Keppel et son équipe apprennent l'arrestation de Ted Bundy. Et eux aussi font le lien avec leurs affaires, toujours irrésolues dans l'État de Washington. Le fait que tous ces meurtres aient suivi les déplacements de Ted Bundy de l'État de Washington à l'Utah ne pouvait pas être une coïncidence.
Pour en savoir plus, ils interpellent celle qui est toujours sa petite amie, la fameuse Liz. Ils ignorent les messages qu'elle avait pu laisser à la police locale à l'époque. Et ils commencent leur interrogatoire. A-t-elle remarqué chez Ted un comportement suspect? Il y a certains objets dont je ne comprends pas l'usage. Comme quoi? Comme des béquilles et de quoi faire des plâtres. Des plâtres? Oui, des plâtres pour le bras par exemple. Et il gardait une petite hache sous le siège de sa voiture. Des objets suspects retrouvés dans sa voiture, des témoignages accablants. Pourtant, il n'est toujours pas inquiété pour les affaires de meurtre. Il est seulement jugé pour l'enlèvement de Carol Darange. Et il écope d'une peine de prison de 15 ans. Mais Bundy clame son innocence, comme en témoigne ce document exceptionnel. Sure, I get angry. Very, very angry and indignant. I don't like being locked up for something I didn't do, and I don't like my liberty taken away, and I don't like being treated like an animal, and I don't like people walking around and ogling me like I'm some sort of weirdo, because I'm not. Ted Bundy est vraiment déterminé à retrouver sa liberté et il ne manque pas d'ingéniosité pour préparer une évasion spectaculaire. Coup de théâtre incroyable, en janvier 78, il trouve le moyen de s'évader du pénitencier. En fait, il a réussi à maigrir et à se faufiler dans une trappe qui est dans le plafond de sa cellule, qui est vraiment étroite, et à s'échapper. 2 ans seulement après son incarcération, Ted Bundy est déjà en cavale. La nouvelle éclate dans les médias et un vent de panique secoue tout l'ouest des États-Unis. Ted Bundy, qui est suspecté de plusieurs meurtres d'étudiantes, est en fuite, sûrement à la recherche d'une nouvelle victime. La psychose de savoir que Ted Bundy peut traîner, elle est essentiellement dans la partie nord-ouest du pays. Et lui, encore une fois intelligent, il va où? Il va à l'opposé. Et c'est en Floride qu'il se dirige. Il parvient à gagner la Floride. Et c'est là que Ted Bundy deviendra incontrôlable. Il va donner libre cours à une folie meurtrière sans précédent dans les annales du crime. Ted Bundy arrive en bus à Tallahassee, en Floride, où se trouve l'université d'État. Il y a là de belles étudiantes brunes, partout où le regard se pose. Il aime les jeunes femmes brillantes, jolies, et du coup, c'est vraiment l'endroit où il a le profil type des victimes qu'il cherche. Ted Bundy est arrivé en terre promise. Il est comme un enfant dans une confiserie. Il se fond dans la foule universitaire de Tallahassee. Il jette son dévolu sur une maison étudiante de filles, Chi Omega. C'est là qu'il compte agir pendant la nuit. Ted Bundy a comme particularité, comme tueur, d'avoir eu sa nuit de l'horreur. C'est vraiment la nuit de l'explosion de la violence de Ted Bundy. C'était une nuit très très froide. Et parfois, le verrou à côte se bloquait. Il ne se refermait pas bien. Donc ça a été un terrible manque de chance. Bundy entre dans la résidence par une porte arrière. Il est armé d'une matraque qu'il cache enroulée dans un tissu. Puis il monte silencieusement les escaliers et il entre dans la chambre de Margaret Bowman, 21 ans. Il la roue de coups, violemment. Et il l'étrangle avec un bas en nylon. Ma chambre était juste à côté de celle de Margaret. Nos 2 lits étaient contre le mur mitoyen. Et je me suis réveillée parce que j'avais entendu quelque chose. Mais Diane se rendort. Selon la police, c'est Liza Levy, 21 ans, qui a été la victime suivante. Ted la frappe avec acharnement. Il l'étrangle elle aussi. Et il va jusqu'à la mordre violemment, laissant des marques de dents sur elle. Il a mordu 2 des jeunes filles qu'il a attaquées. Mais l'une de ses empreintes dentaires était telle qu'elle donnait vraiment l'impression d'une signature. Bundy attaque ensuite Kathy Kleiner et sa camarade de chambre, Karen Chandler. Il va abîmer les corps, il va abîmer les chairs, il va les taper, il va les défigurer en réalité. On peut dire que le loup a fait un carnage dans la bergerie.
Les 4 attaques se sont déroulées en moins de 10 minutes dans une violence indescriptible. 2 étudiantes sont mortes sur le coup et 2 autres blessées gravement. Il y avait du sang partout. Lisa était blessée et j'ai tenté de lui venir en aide. C'est à peu près tout ce dont je me souviens avant qu'une personne des secours m'attrape par les épaules et m'emmène. Mais Ted Bundy paraît insatiable. Quelques minutes après son départ de l'université, il continue son massacre. À 1 rue de là, il entre par effraction dans l'appartement d'une étudiante, Cheryl Thomas. Il se jette sur elle et il lui brise la mâchoire, puis la laisse pour morte. Plus rien ne semble l'arrêter. Ted Bundy est comme possédé. Le tueur a surgi de la nuit et y est retourné avec une aisance qui déroute la police et terrifie nombre d'étudiantes. Après le massacre de Tallahassee, Ted Bundy est l'ennemi public numéro 1. Le tueur est maintenant recherché dans tout le pays. Les médias lui attribuent une 30aine de meurtres potentiels et les Américains sont terrorisés car rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. 3 semaines après le massacre de Key Omega, Ted Bundy commet un autre meurtre. Et c'est le pire meurtre qu'il ait jamais commis. En cherchant à quitter la Floride, on voit bien qu'il cherche à quitter la Floride, il va se retrouver dans un petit village où il va accoster une petite fille de 12 ans, une petite Kimberly. Ce crime est vraiment sordide, il est particulièrement inentendable. On a une jeune fille de 12 ans qui pourrait être en train de rentrer de l'école, qui est vraiment la victime innocente comme on l'entend, et sur lesquels il va se déchaîner dans la violence. On va mettre plus de 2 mois à retrouver son corps. Il va y commettre des atrocités. Et c'est vraiment le crime qui fera tout basculer. Maintenant, Ted Bundy pense qu'il est temps de quitter la Floride. Donc, il vole une autre coccinelle et part en direction de l'Alabama. Le soir du 15 février 1978, son comportement au volant attire l'attention d'un policier en patrouille, qui procède alors à un contrôle de routine. C'était un coup de chance plus qu'autre chose. Un membre de la police de Pensacola avait repéré cette voiture à l'arrière d'un commerce et a décidé de l'arrêter. Et lors de ce contrôle, ce policier de base, en fait, parvient à arrêter un peu en douceur ce type-là et très vite, il se rend compte que c'est le fameux Ted Bundy, le dangereux tueur en série que toutes les polices recherchent en ce moment-là. La police de Pensacola interroge un homme qui pourrait être l'un des pires criminels sexuels de l'histoire. Bundy s'était échappé d'une prison du Colorado. Il est suspecté de 36 viols et meurtres perpétrés dans l'Ouest sur une période de 7 ans. 1 mois et demi après son évasion, Ted Bundy est placé en détention en Floride. La police veut le confondre sur le massacre des étudiantes de la maison Key Omega. Et cette fois, les enquêteurs pensent tenir la preuve qui l'incrimine. C'était la morsure laissée sur l'une des étudiantes dans la résidence Key Omega. Apparemment, Ted Bundy l'a mordu une première fois, a relâché, puis s'y est repris une deuxième fois. Ça a laissé des traces encore plus claires pour l'identification. La police relève les empreintes dentaires de Ted Bundy. Et là, ça match, en fait, il n'y a aucun doute possible. Et ce moulage correspond parfaitement à l'empreinte dentaire de Ted Bundy. Il est maintenant inculpé pour les meurtres et les agressions de Key Omega en Floride. Il est aussi soupçonné d'être l'auteur de plus d'une 30aine de meurtres commis en l'espace de 4 ans entre 1974 et 1978. Mais face à ces accusations, Ted Bundy ne se démonte pas. Il est innocent, dit-il, et son procès réserve encore de nombreux rebondissements. Je plaide non coupable. Il clame bien évidemment son innocence, il cherche à prouver qu'on le fait passer pour quelqu'un d'autre, etc. Et là, Ted Bundy, qui est quand même obsédé par son image, qui est un petit peu mégalomane, il voit une occasion inespérée à ce procès de pouvoir faire son numéro. C'est un des procès les plus délirants des États-Unis. C'est-à-dire que Ted Bundy a décidé de se défendre lui-même, comme on en a le droit. Ça, c'est quand même un moment unique, c'est une première dans les annales judiciaires qu'un criminel devenu avocat, se faisant son propre avocat, interroge les policiers sur le crime qu'il a lui-même commis. Il y a des scènes absolument terribles où lui le tueur, lui le violeur, va se retrouver parfois face à des familles de victimes en les accusant de mentir.
Il m'a posé plusieurs questions et j'ai donné des réponses si courtes et pertinentes que ça l'a mis en colère. Il s'est levé d'un coup en tapant du poing sur la table. Et là, je me suis dit, souviens-toi, c'est lui qui est accusé, pas toi. Clairement, je voyais le charme qu'il dégageait. Et en même temps, je savais que c'était un monstre. Et je n'arrivais pas à croire ce qu'il nous faisait endurer. Je n'ai pas bien vécu le fait de devoir rester assise dans ce tribunal, parce que j'ai vraiment eu le sentiment qu'il prenait son pied. Des fois, il était Ted l'avocat, des fois Ted l'étudiant. Mais malheureusement, il y avait au moins un autre Ted. C'était Ted le meurtrier. Et on l'apercevait à certains moments du procès. Compris ? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Les coups d'éclat de Ted Bundy attirent beaucoup d'Américains en salle d'audience. Et curieusement, surtout des femmes. L'auditoire est composé de femmes, de jeunes femmes, contemporaines des 5 étudiantes agressées dans leur lit il y a 1 an et demi. On se dit, oh non, je vais être la prochaine. Je n'ai pas peur, il n'a pas la tête d'un tueur. Il y a un effet magnétique de ce type qui est beau gosse, qui parle tel un avocat, tel un ténor du barreau pour défendre sa tête, parce qu'il risque quand même la peine de mort, il ne faut pas l'oublier. Et il y a ces femmes qui sont hypnotisées par ce type, ce beau parleur, qui fait le numéro dans le tribunal. Si certaines spectatrices sont sous le charme, un témoin clé arrive à la barre et elle sait de quoi Ted Bundy est capable. Elle s'appelle Nita Neary. C'est elle qui l'a vu dans la maison étudiante cette nuit-là. Le témoignage de ce témoin oculaire était essentiel à l'affaire. C'était même sans doute l'un des témoignages les plus importants du dossier. Vous rappelez-vous l'homme que vous avez vu à la porte de Chi Omega? Oui? Oui. Désignez-le-nous. Nita Neary désigne Bundy formellement. Acculé par des preuves irréfutables, Ted Bundy est déclaré coupable des meurtres de Chi Omega. Il est condamné à la peine de mort. Cette cour, indépendante du jury, mais en accord avec lui, condamne à mort l'accusé Theodore Robert Bundy. Le juge Cowart étonne la salle d'audience par ses derniers mots adressés au condamné. Vous êtes un jeune homme brillant. Vous auriez fait un bon avocat. J'aurais aimé vous voir exercer, mais vous avez pris un autre chemin. 6 mois plus tard, Ted Bundy est déclaré coupable du meurtre de la petite Kimberly Leach, âgée de 12 ans. Il est de nouveau condamné à la peine capitale, mais bien décidé à continuer à faire parler de lui. Alors, il commence à distiller ses confessions en multipliant les détails sordides sur ses crimes. En fait, il va essayer en racontant le maximum de choses sur les crimes qu'il a pu commettre, en recevant des journalistes, des policiers, tout un tas de gens. Il va alimenter sa propre légende et essayer aussi de repousser l'échéance fatale qui sera le moment où il devra monter sur la chaise électrique. Ted Bundy va distiller ses aveux, des aveux glaçants, où il va expliquer qu'il a parfois commis des actes post-mortem. Il a le souci du détail effroyable. Pendant près d'une centaine d'heures, le tueur s'entretient avec l'inspecteur Robert Keppel qui enregistre toutes ses confessions terrifiantes. Dans cet extrait, on peut entendre Ted Bundy lui chuchoter des détails glaçants. Hawkins' girl's head was severed and taken up the road about 25 to 50 yards and buried in a location about 10 yards west of the road on a rocky hillside. Au fil des interrogatoires, Keppel tisse un lien de confiance avec Ted Bundy, au point que celui-ci l'aide à arrêter un autre criminel, Gary Ridgway, le tueur en série de la Green River. Bundy lui permet d'établir son profil psychologique. L'histoire de cette collaboration a d'ailleurs inspiré le film culte Le Silence des agneaux, avec le célèbre rôle d'Hannibal Lecter. Après des mois d'échanges entre les deux hommes, Ted Bundy reconnaît une trentaine de meurtres, et la liste de ses victimes est sans doute encore plus longue. Le 24 janvier 1989, 11 ans après sa condamnation, Ted Bundy meurt sur la chaise électrique à la prison d'État de Floride. Il n'y avait pas vraiment de sentiment de joie, ou même nécessairement de soulagement, mais c'était un dénouement qui nous garantissait qu'il ne ferait plus jamais de mal à personne.
Ted Bundy reste dans l'imaginaire des Américains le tueur en série le plus parfait, parce que c'est sans doute le plus froid, le plus intelligent. Certains ont dit, en regardant Bundy, en l'interrogeant dans le blanc des yeux, qu'ils avaient devant eux l'incarnation absolue du mal, en fait. Ted Bundy est encore l'un des serial killers qui suscite le plus de fascination, mais aussi qui fait le plus peur, qui glace d'effroi, parce que c'est le mal parmi nous. Et on peut se dire, je ne connais pas mon voisin, je ne connais pas mon gendre. Si Ted Bundy a pu commettre tous ces crimes, tout le monde peut commettre tous ces crimes. Voici John Wayne Gacy, l'un des tueurs en série les plus célèbres d'Amérique. Un homme insoupçonnable et pourtant terriblement machiavélique. De l'extérieur, John Wayne Gacy, c'est un notable, un entrepreneur, c'est monsieur tout le monde. Chaque jour, on avait de nouveaux gros titres. 3e corps, 8e corps. Il a avoué avoir tué 33 personnes. Il a cette jouissance de faire du mal. Citoyen modèle le jour, tueur sadique la nuit. Un double visage effrayant qui a traumatisé le monde entier. Dans le livre de Stephen King, ça, on a un clown tueur, mais c'était de la fiction. Mais John Wayne Gacy était un clown tueur et il était bien réel. La torture que Gacy a infligée à Robert Donnelly est caractéristique du tueur en série sadique. Il reviole et voilà, c'est une boucherie. D'ailleurs, il aura une jouissance à raconter tout ça. L'image du clown, c'est une image positive, devient une image diabolique à travers l'histoire de John Gacy. John Wayne Gacy, le monstre à l'origine de nos pires cauchemars. Mais quels événements ont conduit cet homme à devenir l'assassin qui a marqué tous les esprits ? Chicago, dans l'Illinois, au milieu des années 40. C'est dans un quartier ouvrier du nord de la ville que vit la famille Gacy. Le couple a 3 enfants, Joanne, l'aîné, John et sa petite sœur Karen. John Gacy père était un type un peu dur, un Polonais qui avait grandi à Chicago. Et il buvait beaucoup. Il y a des histoires qui racontent qu'il descendait au sous-sol pour boire du cognac et que c'est comme ça qu'il gérait ses problèmes. Dès qu'il rentre alcoolisé, le père de famille fait alors régner un climat de terreur à la maison. On sait que son père se montrait très violent avec ses proches, verbalement comme physiquement, et qu'il rabaissait énormément le jeune John Wayne Gacy. Son père espérait beaucoup avoir un fils, espérait que ce fils corresponde à un certain nombre de ses critères, de ce que devait être un homme. Et John Wayne ne correspond pas du tout aux attentes de son père. Tu fais encore du jardinage? Je t'ai pas dit que c'était pour les filles, ça? Adolescent, John fait tout son possible pour plaire à son père. Mais il cache des secrets inavouables, des secrets que sa mère va finir par découvrir. John? Qu'est-ce que tu fais, John? Gacy a un éveil à la sexualité un petit peu particulier parce qu'il va se faire prendre un peu la main dans le sac. Son truc, dès qu'il a 13-14 ans, en fait, c'est de respirer des sous-vêtements féminins. Et il va le faire notamment avec les sous-vêtements de sa mère, quand elle les met à sécher sur la corde à linge. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque des témoins de l'époque diront l'avoir vu jusqu'à aller dans la rue et fouiller les poubelles à la recherche de sous-vêtements. Et il en trouve et il les conserve. Et sa mère va le découvrir. Sa mère va découvrir une planque où il entasse comme ça des sous-vêtements qu'il a soit retrouvés, soit carrément volés dans les jardins alentours. Après le lycée, John s'inscrit en école de commerce. Il veut réussir pour montrer à son père de quoi il est vraiment capable. Alors il fait un parcours sans faute et il sort diplômé en 1963.
À l'âge de 22 ans, il peut enfin quitter la maison familiale. Il trouve un poste de vendeur et gravit tous les échelons. Pour mener à bien ses ambitions, il rejoint un réseau d'entraide et d'influence pour entrepreneurs, les Jaycees. Gacy voulait devenir un membre éminent de sa communauté, mais en réalité, il essayait lui-même de gagner un certain pouvoir. À cette époque, il fait la connaissance d'une jeune comptable, Marlene, qui travaille pour son magasin. La famille de Marlene était aisée et son père possédait 3 restaurants KFC. Gacy a dû voir là une opportunité de réussite. Après un an de relation, Marlene et John se marient en septembre 1964. Gacy enchaîne les succès. Les Jaycees lui donnent le titre d'homme de l'année et sa femme tombe enceinte de leur premier enfant. En février 1966, alors que Marlene est à l'hôpital en train d'accoucher, le jeune homme rejoint un collègue pour fêter la naissance. Cette soirée sera un tournant dans la vie de Gacy. À l'époque, le père n'assiste pas à l'accouchement, ça se fait pas, et il part en soirée avec un de ses collègues. Et c'est vraiment une soirée à l'ancienne, c'est-à-dire que pour fêter l'arrivée du bébé, les types font la tournée des bars, à moitié avinés, enchaînant les bières et en essayant de lever des nanas. T'en penses quoi? On ne devrait pas leur offrir un verre et voir ce que ça donne? Il n'est pas très à l'aise pour draguer. Et c'est son collègue qui lui dit « Mais tu sais, tu t'y prends mal. De toute façon, draguer les nanas, c'est compliqué. Autant aller directement vers ceux qui disent tout de suite oui. Ceux qui disent oui, c'est les hommes. » Gacy va finir par coucher avec son collègue. Ça a été la première expérience homosexuelle de Gacy. Le lendemain matin, comme si de rien n'était, John se rend au chevet de sa femme et de son fils nouveau-né. Gacy se montrait très affectueux vis-à-vis de son nouveau-né. Et ce n'était certainement pas son père qui lui avait appris ça. C'était naturel chez lui. Une vie de famille idéale. L'avenir semble leur sourire. John et sa femme déménagent dans l'Iowa car Gacy a de grands projets là-bas et il peut compter sur un appui de taille, le père de Marlene qui est à la tête d'une chaîne de restauration rapide. Le beau-père de John Wayne Gacy lui a offert un poste de manager au KFC dans l'Iowa. Ça a donné à Gacy l'occasion d'avoir un poste important. Et il voulait que tous les employés l'appellent colonel. Ce qu'ils ont fait. Gacy a rejoint la branche locale des Jaycees à Waterloo et il a grimpé dans la hiérarchie jusqu'à devenir président des campagnes de recrutement. John prend son rôle chez les Jaycees très au sérieux et il met un point d'honneur à étendre leur influence. Pour rameuter de nouveaux membres, Gacy invitait d'autres hommes à ses fêtes où il y avait des prostituées. Il organisait des orgies dans des hôtels avec diffusion de films pornographiques aux autres hommes affiliés aux Jaycees. Gacy montrait que c'était quelqu'un d'important, que c'était le type cool, le bon pote. Et une fois de plus, ça lui donnait de l'importance. Ça lui donnait une certaine notoriété auprès des autres membres des Jaycees. Offrir des services sexuels permet à Gacy de faire adhérer de plus en plus de membres. En récompense, il obtient le poste de vice-président local des Jaycees en 1967. La même année, la famille accueille son deuxième enfant. Gacy a l'air comblé. Pourtant, son attirance secrète pour les hommes refait surface. John Wayne Gacy a une habitude, c'est d'embaucher quasi exclusivement des hommes, et des hommes plutôt jeunes, voire très jeunes. Et là, il va s'avérer être un patron extrêmement pervers et retors. C'est-à-dire qu'on est très loin du bon père de famille. Parmi ces jeunes recrues, il y a un garçon, Donald, âgé de 15 ans, sur qui Gacy a jeté son dévolu. John Gacy va le prendre un peu sous son aile d'une manière un petit peu spéciale, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de lui en échange de faveurs sexuelles rémunérées. Gacy lui a offert $50 pour une fellation. Et $50 à cette époque, c'était une fortune. En même temps, John Wayne Gacy attire aussi chez lui d'autres jeunes garçons qu'il paye en échange de services sexuels. Il va arriver à les mettre dans une situation d'emprise mentale et ses employés vont se retrouver piégés par cette emprise, coincés et obligés d'accepter
ce qu'il va leur imposer. Mais l'une des victimes de Gacy, Donald Voorhees, venait d'une famille très influente. Donald Voorhees est le fils d'un sénateur de l'Iowa qui fréquente Gacy. Il est même sur le point de s'engager en politique avec lui. En mars 1968, l'adolescent avoue tout à son père. Ses aveux vont provoquer la chute de John Gacy. Donald était tellement mal qu'il a avoué à son père ce que Gacy lui faisait subir. Ils sont donc allés voir la police et Gacy a été arrêté pour sodomie. Cette enquête un peu explosive qui lui saute au nez à John Wayne Gacy, c'est un petit peu la bascule dans son existence. Pourquoi? Parce que autant c'était un entrepreneur, un manager respecté avant, autant du jour au lendemain, il se transforme en pestiféré. Son monde s'écroule. Gacy perd tout. Il est inculpé pour viol, puis condamné à 10 ans de prison. À l'annonce de cette condamnation, sa femme, Marlene, le quitte. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Ton père te raconte des bobards. Gacy ne reverra jamais sa femme ni ses enfants. En prison, John est un détenu modèle et il espère bien que son comportement va lui permettre d'alléger sa peine. Pendant son séjour en prison, Gacy a été évalué par un psychologue. Et ce psychologue a dit qu'il y avait peu de chances pour que Gacy fasse à nouveau preuve d'un comportement antisocial à l'avenir. Donc, à cause de la recommandation de ce psychologue, Gacy a été libéré plus tôt. Il a purgé 2 ans sur une peine de 10 ans de prison, seulement 2 ans. Le 18 juin 1970, John Wayne Gacy est donc libéré après avoir purgé moins de 2 ans de prison. Il retourne alors à Chicago et il s'installe chez sa mère, car ici, personne n'est au courant de son passé. Et très vite, il reprend une vie normale. Il redevient un membre actif des Jaycees locaux, puis il se lance dans une nouvelle carrière. Une fois à Chicago, il a monté son entreprise de construction, PDM, et les premiers employés qu'il a embauchés étaient des jeunes garçons de 14 à 25 ans. En mai 71, John se met à fréquenter Carol Hoff, une femme divorcée et mère de 2 filles. Peu de temps après, la petite famille emménage ensemble. Il était adorable avec les 2 filles de Carol. Elle l'appelait papa et le considérait comme leur père. Il se comporte véritablement en père et en mari idéal. C'est l'Américain un peu joufflu qui organise le dimanche les barbecues avec les voisins, quoi, et puis qui fait des cookies dès qu'il y a un nouveau dans le quartier. De l'extérieur, John Wayne Gacy, c'est un notable, un entrepreneur. Personne ne sait à cet endroit qu'il a fait de la prison pour des affaires de mœurs. C'est monsieur tout le monde. Gacy mène en apparence une vie de famille idéale. Mais une nouvelle fois, son attirance pour les jeunes garçons est sur le point de le rattraper. Et tout va basculer en janvier 1972, alors que Carol est absente pour le week-end. John est allé à la gare routière à la recherche d'un coup d'un soir. Et il y a rencontré Timothy McCoy, qui revenait de ses vacances de Noël. John Gacy et McCoy passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, tandis que le jeune homme prépare le petit déjeuner, Gacy se serait senti tout à coup menacé. Qu'est-ce que tu fais? La vache! T'es dingue! Non, non, non! S'il te plaît! Arrête, s'il te plaît, non! Il l'a poignardé et l'a tué. Il a dit qu'il y avait du sang partout. Et lorsqu'il commet son premier crime, eh bien, il a un déclic. Ce crime provoque chez lui un orgasme, provoque chez lui une réaction si puissante qu'il va vouloir reproduire par la suite ce qu'il ressent ce jour-là. Et il a dit qu'à ce moment-là, sa femme étant absente, il avait tiré le corps jusque dans le vide sanitaire sous la maison. Et il nettoie la cuisine. Ça va lui prendre plus d'1 heure pour faire disparaître toute trace de sang, tellement il y en a partout, ça a giclé dans tous les sens. Et il dira d'ailleurs que c'est au dernier moment, au moment même où sa nouvelle compagne fermait la porte de sa bagnole avant de rentrer dans la maison, qu'il passe le dernier coup d'éponge. Papa, t'es rentré? Salut les filles, vous allez bien? John Gacy vient de commettre un meurtre, mais il reprend aussitôt le cours de sa vie. Le couple se marie en juillet 1972 et donne l'image d'une famille unie. Mais
Rapidement, Carol commence à remarquer des comportements étranges chez son mari. Carol, sans faire le lien, a trouvé des preuves du fait que Gacy avait des relations sexuelles en dehors de leur mariage, et avec de jeunes hommes. Dans le garage, elle a trouvé un matelas sur le sol, ainsi que des sous-vêtements en soie dont il s'était servi pour prendre du plaisir tout seul. Apparemment, ces sous-vêtements lui rappelaient sa mère. Carol trouve également plusieurs portefeuilles appartenant à de jeunes hommes qu'elle n'a jamais vus. Alors elle demande des explications à son mari. John. John, reste là. Je suis allée dans le garage. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce portefeuille? Pourquoi tu fouilles dans mes affaires, Carol? Carol se plaint ensuite auprès de John d'une odeur nauséabonde provenant du vide sanitaire. C'est l'odeur du cadavre de Timothy McCoy. John le recouvre alors de ciment. Plus tard, il demandera à ses employés de creuser des tranchées sous la maison en prétextant des travaux. Sans le savoir, il creuse en fait les tombes de ses futures victimes. Après 3 ans de mariage, le couple est au plus mal. John n'arrive plus à faire semblant. Il va finir par lui avouer qu'effectivement, il est bisexuel et qu'il n'a plus envie d'elle. Je ne peux pas. Et elle a commencé à faire le lien avec tout ce qu'elle avait remarqué. Pourquoi y a-t-il un matelas dans le garage? Pourquoi Gacy traîne-t-il avec de jeunes garçons? Et donc forcément, à un moment donné, c'en était trop pour elle. Carol et Gacy divorcent en 1976. À cette époque, John n'a tué qu'une seule fois, il y a 4 ans. Mais désormais célibataire, ses vieux démons s'apprêtent à le rattraper. C'est là que sa vie rebascule à nouveau, il se retrouve un peu seul, livré à lui-même. Et là, il va commencer une nouvelle carrière de quoi? De clown. En fait, il se crée un personnage, Pogo le clown. Il s'habille en clown, de pied en cap, et en fait, avec ce personnage, il va faire des spectacles à caractère un peu humanitaire, il récolter des fonds, aller dans les hôpitaux pour amuser les enfants malades. Et donc, ce personnage, à partir d'un moment, dans cette banlieue de Chicago, ce Pogo le clown si sympathique commence à faire partie un peu du paysage. Et ça participait de cette poudre aux yeux qui était son existence. C'était un peu « regardez là, comme ça vous ne verrez pas ce qui se passe ici ». Ce qui frappe chez John Wayne Gacy, c'est qu'il a vraiment cette double face. Et quand on sait ce qu'il est capable de faire dans sa vie de l'ombre, le contraste est vraiment saisissant. En décembre 1977, John Wayne Gacy cède de nouveau à ses pulsions. Il enlève dans la rue un jeune homme qu'il ramène chez lui. Il s'appelle Robert Donnelly. Il le viole et le torture. La torture que Gacy a infligée à Robert Donnelly est caractéristique du tueur en série sadique. En fait, John Wayne Gacy a toute une panoplie de tortures à son actif. En fait, ses victimes, il fait des simulacres de noyade, il les brûle à la cire, il les étrangle au garrot très très lentement. En fait, il a tout un tas de trésors dans les tortures auxquelles il se livre. Il raconte ce qu'il est en train de faire. Il raconte. Et il annonce déjà la mort, souvent. Tu vois, il commence à... tu vois, je vais te serrer le cou, là je te le serre un peu, et puis il laisse respirer. Et il recommence, il reprend, et il reviole, et voilà, c'est une boucherie. Tueur sadique la nuit, Gacy est un citoyen modèle le jour, en divertissant les enfants malades, déguisés en Pogo le clown. Il s'implique également dans sa communauté et s'engage pour la campagne de Jimmy Carter en 1976. Il finit même par rencontrer la femme du candidat, Rosalynn Carter. Il va même obtenir la possibilité d'une photo avec la future première dame. C'est quand même le tueur en série à côté de la première dame des États-Unis. John Wayne Gacy a comme particularité d'être plutôt bien implanté dans sa ville, dans la gestion et l'organisation de la ville, dans des associations. Il a un bon réseau et il est, de prime abord, hors de tout soupçon. En fait, il a un côté bon samaritain et donc personne
personne ne peut le soupçonner d'être un tueur en série aussi abominable. Viol, torture, meurtre, Gacy enchaîne les crimes. Mais il prend de moins en moins de précautions. Le 11 décembre 1978, John Wayne Gacy, qui gère son entreprise de construction, a rendez-vous dans une pharmacie proche de chez lui. Gacy s'est rendu dans cette pharmacie pour faire affaire avec les propriétaires. Et c'est là qu'il a vu Rob Pist. Gacy voit là une nouvelle proie qu'il s'empresse d'aborder. Il a dit à Rob qu'il aimerait l'embaucher, mais c'était l'anniversaire de la mère de Rob, et elle était venue le chercher au travail. Hé, maman, il y a un monsieur qui veut me parler d'un job. Je vais faire un tour dans les allées. Quand je reviens, on rentre et on fête ton anniv. Pendant que sa mère patiente à la pharmacie, Rob se rend en toute confiance chez Gacy. Tada! Comment vous avez fait? Donne tes mains, je vais te montrer. Ouais. C'est quoi l'astuce? L'astuce, Rob, c'est de ne pas être stupide. Tout le monde sait que pour enlever des menottes, il faut avoir la clé qui va avec. Donc la question est, est-ce que tu as la clé ou est-ce que tu es stupide? Ça ira sur le répondeur. Ah, bon sang. C'était la pharmacie. Ils s'inquiètent pour toi. On ferait mieux de te ramener et de t'enlever ces menottes. Tu as dit que tu ferais n'importe quoi si je te paye? Tu n'aimes pas les hommes, pas vrai? Non, monsieur. Alors, je vais devoir te violer. J'ai cru que vous alliez me tuer, monsieur Gacy. Et si je te montrais un dernier tour pour la route? Il est marrant. Tu vois, t'enfiles ça et tu attaches ici, puis tu tournes, et tu tournes, et tu tournes. Le téléphone de John Wayne Gacy continue de sonner tandis que Rob Pist rend son dernier souffle. C'était la tante de Gacy qui lui disait que son oncle était sur le point de mourir. Donc Gacy a laissé le corps de Rob Pist et il est parti à l'hôpital. C'est la première erreur et la dernière erreur de John Gacy, puisque la rencontre s'est faite dans une pharmacie. Il y a des gens qui ont assisté à cette rencontre, qui ont vu l'homme et le garçon s'en aller ensemble de la pharmacie. Et ensuite, eh bien, ça va déclencher une enquête. Pour la police, Gacy serait donc le dernier à avoir vu vivant le jeune garçon. Ils partent aussitôt l'interroger. Il paraît qu'il est clown. Bonjour, vous allez bien? On vient pour la disparition d'un mineur vu pour la dernière fois avec vous à la pharmacie hier soir. Ouais, j'étais à la pharmacie pour mon boulot et j'ai vu 2 garçons. Mais c'est tout, j'ai dû partir et aller à l'hôpital pour voir mon oncle mourant. Mais je suis arrivé trop tard, il était mort. Mais comme vous êtes l'une des dernières personnes à avoir vu Rob Pist, il faut venir au poste pour remplir une déposition. Je ne peux pas venir maintenant, j'ai des choses à faire. Je viendrai plus tard, Gacy a pris le corps de Rob Pist, l'a enroulé dans un tapis, l'a mis dans sa voiture et est allé jusqu'à la rivière pour se débarrasser du corps. Mais l'enquête s'accélère. La police découvre que Gacy a un casier pour viol. Et ça change tout. Il devient donc leur suspect numéro 1. Ils se rendent de nouveau chez lui, à la recherche de Rob Pist. Après avoir obtenu notre premier mandat de perquisition, on a trouvé 3 permis de conduire dans sa chambre. On a fait des recherches sur les garçons à qui ils appartenaient et on a vu qu'ils étaient portés disparus. Et certains avaient travaillé pour John Wayne Gacy. Sur place, la police trouve un ticket de caisse qui pourrait appartenir à Rob Pist, mais aucune trace du jeune garçon. Pour les policiers, Gacy reste pourtant le suspect numéro 1. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent de plus, donc les policiers vont décider de procéder à une surveillance 24 sur 24
de John Gacy assez discrète. Quand on a commencé à surveiller Gacy, on espérait retrouver Rob en vie dans les jours suivants. En parallèle, la police enquête dans le plus grand secret sur la vie de Gacy et elle commence par interroger tous ses employés. Est-ce que vous avez remarqué des choses inhabituelles ou suspectes chez Gacy? Il avait 2 portefeuilles dans le garage avec leur carte d'identité toujours dedans et un permis valide encore pour 1 an. Et il a dit que ça appartenait à des personnes décédées. Vous pouvez répéter? Décédées. Plus en vie. Vous lui avez demandé comment il savait ça? Non. Un deuxième témoignage intrigue la police. Un garçon de 17 ans aurait également mystérieusement disparu seulement 1 semaine après avoir commencé son travail pour Gacy. Pour les enquêteurs, plus de doute. Gacy est l'homme qu'ils recherchent. Alors ils lui mettent la pression et ne le quittent pas des yeux. La première fois que j'ai vu Gacy, on a entamé une conversation. C'était un vrai fanfaron. Vous êtes des agents fédéraux? Non, on enquête sur une disparition. Je ne sais pas pourquoi vous me suivez, moi. Je suis clown. Hey, vous voulez un secret? Les clowns ne sont jamais punis. C'est vraiment ce qu'il a dit. Il frime de cette surveillance. Il est quand même soupçonné d'enlèvement, séquestration, voire meurtre d'un adolescent, mais il en joue, il frime. Gacy se croit intouchable. Pourtant, l'étau se resserre. Car les indices s'accumulent. Des portefeuilles appartenant à des garçons portés disparus ont été retrouvés chez lui. Et 2 témoins ont livré des informations capitales. Le 19 décembre 1978, 8 jours après la disparition de Rob Pist, la police obtient enfin la preuve de sa présence chez Gacy. Les inspecteurs ont déterminé que le ticket de caisse qu'ils avaient obtenu de leur première perquisition se trouvait dans la poche de Rob Pist, le soir où il avait disparu. Cela prouvait que Rob Pist était venu chez Gacy, et c'était suffisant pour obtenir un second mandat permettant des fouilles plus poussées. En attendant leur mandat, les enquêteurs continuent de suivre Gacy nuit et jour. Ne s'établit pas, je dirais, une proximité entre Gacy et les policiers chargés de sa surveillance, mais finalement l'un d'entre eux lui disant « Écoutez monsieur, depuis le temps que j'attends dans la bagnole, si je pouvais aller aux toilettes, autant aller chez vous. » Et Gacy va laisser faire, va dire « Allez-y, lieutenant ». Et en allant aux toilettes, il va sentir qu'il monte des tuyaux, une odeur absolument suffocante, pestilentielle. Une odeur qu'il connaît, c'est l'odeur de la morgue, c'est l'odeur des cadavres à la morgue. Il en a eu la chair de poule. La police a des indices, mais ce n'est toujours pas assez pour obtenir un mandat. Alors, ils vont tenter un coup de poker. J'ai dit à Mike à la radio, « Mike, on a un petit trafic de drogue là. » Il vous a donné quoi? On a décidé de ne rien faire dans l'immédiat, on a mis ça dans notre poche et on allait voir ce qui se passerait. Gacy est pris la main dans le sac en train d'acheter un petit sachet d'herbe. C'est le prétexte que cherchaient les policiers. Il est aussitôt interpellé pour trafic de stupéfiants. John Gacy, on vous arrête pour trafic de marijuana. Qu'est-ce que vous faites? Allons, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le 21 décembre 1978, John Wayne Gacy est arrêté et la police peut enfin perquisitionner une deuxième fois son domicile à la recherche de Rob Pist ou de son corps. Là, pour le coup, on ne cherche pas des indices, on veut comprendre d'où vient l'odeur. Et on est même prêt à péter les murs s'il le faut. Et là, il pète le vide sanitaire. Et là, c'est le début de l'horreur. On découvre un véritable charnier humain dans ce vide sanitaire. On retrouve une multitude de corps de jeunes garçons mineurs qu'il a entassés dans le vide sanitaire de sa maison. Avec un décompte macabre absolument incroyable, on va trouver pas moins de 26 cadavres enfouis, certains endommagés par la chaux, sous la maison de John Wayne Gacy, sous la maison du clown. Inculpez-le. C'est Pist? Non. Ce corps est là depuis trop longtemps. Je pense qu'il y a des gosses partout là-dessous. Au fur et à mesure, on avait un autre corps découvert, 3 autres corps découverts. Tous les soirs, les médias avaient de quoi refaire un nouveau bilan.
En fait, John Wayne Gacy, sous sa maison, avait créé son petit cimetière personnel. Et en fait, le profil des victimes qu'on parvient à extraire de ce sous-sol, en fait, c'est un petit peu le même. C'est des jeunes gens assez, la plupart mineurs, 15, 16, 17, 18 ans, qui avaient tous le même profil, hein, des braves garçons, et qui étaient un petit peu tombés dans le piège, dans les filets de John Wayne Gacy. On a alors inculpé Gacy pour meurtre. Gacy est placé en salle d'interrogatoire et rapidement, il passe aux aveux. En entendant qu'il était inculpé pour meurtre, John est resté plutôt stoïque. Il va se rendre à l'évidence et il va raconter. D'ailleurs, il aura une jouissance à raconter tout ça. Au total, Gacy avoue en détail les meurtres de 33 jeunes garçons qu'il aurait commis en l'espace de seulement 6 ans. 26 cadavres sont enterrés sous sa maison. Et il explique avoir jeté Rob Piste à la rivière. À chaque fois, il les violait, les torturait, avant de les assassiner froidement. Après avoir tué les victimes, il leur enfonçait leurs sous-vêtements dans la gorge. On apprendra qu'en fait, parfois, il séquestre les garçons 2 par 2, les jeunes garçons 2 par 2, et qu'il en tue un devant l'autre, hein, pour être bien sûr de l'effet qu'il peut faire, et qu'après, il donne la mort à l'autre. Au cours des aveux, il a dit « Il y a des fois où j'immobilisais les garçons, comme ça je pouvais les laisser tout seuls, puisqu'ils ne pouvaient plus bouger, et j'allais enfiler mon costume de clown. Le clown méchant, il disait. Et effectivement, c'était un clown très effrayant. Puis il torturait les gamins un peu plus longtemps, et déguisé en clown maléfique, il les tuait. John Wayne Gacy, il a cette particularité, avant la mort, de mettre beaucoup de douleur, de souffrance et de torture. Il a cette jouissance de faire du mal, de faire peur, d'être effrayant, en sachant que finalement, il finira par les tuer, mais il fait vraiment durer son propre plaisir et la souffrance de ses victimes. À un moment donné, il m'a dit « Je ne passerai pas une journée en prison pour ça ». Il allait plaider la folie. Mais les gens sont surpris quand ils m'interrogent au sujet de la santé mentale de Gacy et que je leur réponds qu'il n'était pas fou du tout. C'était juste le mal en personne. À l'ouverture de son procès, Gacy plaide la folie, mais il ne convainc personne. Après seulement 2 heures de délibération, le jury le déclare coupable. Il est le tueur en série qui a reçu la plus lourde sentence de l'histoire. Pour ses 33 meurtres, il écope de 21 condamnations à la perpétuité et 12 peines de mort. Le procès a été tellement fort émotionnellement que tout le monde pleurait à la fin. Le juge, les jurés, tout le monde. Sauf John Wayne Gacy. Le 10 mai 1994, 16 ans après son arrestation, John Wayne Gacy est exécuté. Et même avant de mourir, il n'a montré aucun remords. Ses derniers mots ont été « Je vous emmerde ». Ce qui fait que John Wayne Gacy reste dans l'histoire criminelle américaine comme un serial killer qui suscite la fascination, c'est d'abord l'image du clown. Cette image du clown qui a donné naissance à une production cinématographique. On pense évidemment au film Ça. Le clown meurtrier va devenir finalement, sous l'invention de Gacy, va devenir un des personnages récurrents de la pop culture américaine. Et c'est ça qui effraie l'Amérique. L'image du clown, c'est une image positive qui devient une image diabolique à travers l'histoire de John Gacy.